Et donc j'ai envie de laisser sortir ça, j'ai envie de pouvoir être cette personne à l'avenir, cette personne qui va pouvoir dire je suis désolé mais là je comprends pas ce qui se passe, j'aimerais qu'on m'explique. Euh, donc d'interrompre le cours des choses en disant vous pouvez me repréciser le sens que ça a pour vous parce que moi je ne l'ai plus par exemple. Et c'est vraiment hyper important et hyper précieux je crois d'arriver à exprimer ce genre de choses. Salut à toi et bienvenue dans ce podcast où je te partage en toute transparence mon expérience de papa Schrödinger. En effet, je vais très bientôt devenir papa pour la première fois de ma vie, ce qui fait que je ne suis pas papa, mais quand même un peu, mais pas encore tout à fait. Bref, je suis dans un moment charnière, à la fois bouillonnant, passionnant et déstabilisant. Dans cet épisode, j'aurais envie d'aborder le sujet du conflit et de la violence. Alors, je m'explique. En fait, durant toute ma vie jusqu'à maintenant, je suis obligé d'admettre qu'il y a tout un pan de ma personnalité que je ne connais pas au niveau de la violence. Je fais très peu... j'ai très peu utilisé la violence physique, voire pas du tout, dans ma vie, jusqu'à maintenant. Alors, évidemment, il y a d'autres formes de violence, et ces violences-là, je vais peut-être pas me focaliser sur elles aujourd'hui. C'est vraiment la violence physique. Le fait de dire j'ai contenu, ce n'est pas que je n'ai jamais eu envie d'utiliser la force pour régler une situation, c'est simplement que je me suis mis un tabou à cet endroit-là, un interdit, une limite impossible à bouger pour l'instant. Et ce que je sens justement dans cette situation qui est la mienne aujourd'hui, où je m'apprête donc à devenir papa pour la première fois, je sens que cet endroit-là risque de bouger. Il me semble que la vie est en train de se restructurer à l'intérieur de moi et que je dépasse ma propre existence en ce moment même. Je suis en train de me préparer à ça, au fait de passer de existence singulière à famille. Parce que quand on est en couple, on est sur une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire que on est quand même, en tout cas moi comme je voyais les choses, c'est que j'avais construit mon équilibre personnel de façon suffisamment sécure pour dire ça y est, je me sens adulte, je me sens mon propre père intérieur et ma propre mère intérieure dans une situation qui peut être celle du couple, par exemple. Mais par contre, c'est vrai qu'au sein de la construction d'une famille, il y a des choses qui vont bouger où, en fait, toute ma stabilité, toute ma sécurité, ce que je me suis construit comme sécurité après coup, après avoir bossé vraiment longtemps, pour que l'existence soit plus douce, plus désirable, voire jouissive, eh bien, il m'a fallu me préciser, c'est-à-dire passer d'une échelle où j'étais absorbé dans la totalité de l'humanité en voulant pas lui appartenir, et une lutte vraiment très forte et très intériorisée de ce constat vraiment déplorable. Et puis j'ai dû ramener ça à mon échelle propre. Ça a été un gros travail de ramener ça à l'échelle humaine en disant je suis un humain, j'ai des moyens d'humain et ça va être rigolo de jouer à ça. Donc il m'a fallu longtemps, et donc ça c'est très auto-centré d'une certaine façon, et c'est très limité aussi, mais ça m'a permis de structurer une grille de lecture du monde très confortable pour moi et très sur mesure pour moi. Donc je suis une personne qui est persuadée que personne ne peut lui faire du bien et personne ne peut lui faire du mal, et je ne peux faire de bien à personne et de mal à personne. C'est comme ça que je vois les choses. Et donc ce serait vraiment difficile de le développer, en tout cas plus long. Il faudrait peut-être un épisode complet pour expliquer ça. Si jamais tu désires que je fasse cet épisode, tu peux le signifier dans les commentaires. Mais en tout cas, en étant dans cette grille de lecture qui a été difficile à construire, mon confort, c'est d'être dans cette indépendance-là. C'est d'être dans cette solitude qui permet d'être à plusieurs de façon plus sympathique et plus détendue et moins confrontante et moins absurde que prévu. Il a fallu rejoindre l'individualité pour consommer l'individuation. Donc ce n'est pas de l'individualisme, puisqu'en fait ça me permet justement d'être beaucoup moins reclus, beaucoup moins renfermé qu'à une période où j'étais dilué dans l'humanité entière et où en fait le contact avec les autres me donnait la sensation d'être absorbé par eux ou de devoir l'être tout en n'ayant aucune envie que ça se passe. Enfin, il y avait vraiment un truc violent à cet endroit-là. Donc le sujet étant la violence, mais j'ai réussi à apaiser cette violence sans l'exprimer de façon physique.
Et aujourd'hui, je sens que ça bouge et que je vais être amené à revoir un petit peu mes priorités. Pourquoi ? Parce que en devenant papa pour la première fois, j'appartiens à un ensemble plus grand que moi de façon factuelle, essentielle. Ok, je fais partie de l'humanité entière. Ok, je fais partie de ma famille. Ok, je fais partie de la délimitation arbitraire du pays ou du continent, etc. Et de l'époque. Mais jusqu'à maintenant, là, il n'y avait pas d'appartenance aussi forte. Alors, c'est un ressenti subjectif. Je me dis, là, je suis en train de basculer dans une vie qui va être étroitement mêlée à la famille que je vais constituer, et notamment à mon enfant. Parce que cet enfant, il aura besoin que je sois structuré pour lui se structurer. Et il va le faire en fonction de moi. Et donc, du coup, je peux faire du mal à quelqu'un et je peux faire du bien à quelqu'un. Et donc, ça fait tomber tout l'équilibre que j'avais jusqu'à maintenant. Parce que même par rapport à ma compagne, étant donné que je la considère justement comme une adulte et que j'essaie d'avoir une relation avec elle qui serait plutôt de l'horizontalité, parce que j'ai aucune envie de lui faire du mal, parce que j'ai aucune envie qu'elle s'en fasse, et que je vais pas l'obliger à bouger, je vais pas l'obliger à se changer. Je vais juste dire comment je suis. Donc en fait, c'est prendre ses responsabilités et laisser la liberté de la responsabilité de l'autre à l'autre. C'est comme ça que j'envisage maintenant les relations que j'ai avec des adultes. Et je les considère comme des adultes à partir du moment où je garde pour moi la responsabilité de ce qui m'appartient. Ce sont mes réactions, mes sensibilités, mes impacts qui se réveillent, mes stimulations qui s'expriment. Et puis je laisse à l'autre sa partie, c'est-à-dire comment il réagit, c'est à lui, comment il voit les choses, c'est à lui, comment il me parle, c'est à lui, etc. Donc à cet endroit-là, j'ai une indépendance d'existence que j'avais eu du mal à trouver jusqu'à maintenant. Et puis, et ben là, ça change. Il y a une personne, en l'occurrence mon fils, avec qui ça sera pas valable ça. Avec qui je ne pourrai pas être sur mes appuis tels que je les ai trouvés dans toutes les autres relations qui vont bien. Là, il va y avoir une porosité, il va y avoir quelque chose de plus complexe, de plus emmêlé, de moins lisible, de plus... ouais, je sais pas, il y a une complexité qui me dépasse complètement et que je peux pas gérer, quoi. Et le fait est que ça me fait aussi sortir de cette interdiction de violence physique, j'ai l'impression. Parce que je pourrais rentrer en conflit avec l'extérieur au nom de ma famille à l'endroit où pour moi-même je ne l'ai pas trop fait jusqu'à maintenant. Je sens que ça bouge. C'est-à-dire qu'on a souvent plus de facilité d'ailleurs, puisqu'on a plus de recul sur la situation de l'autre que pour sa propre situation. Et, quand on voit quelqu'un par exemple qui est dans une relation malsaine, amoureuse mettons, eh ben on sent que c'est malsain. On pourrait lui dire des conseils comme tu devrais te méfier, prends soin de toi, essaye de te distancer de la vie de la personne avec qui tu es parce que j'ai l'impression que ça a beaucoup d'impact sur l'estime que tu as de toi, sur les décisions que tu prends, sur les gens que tu vois plus, etc. Essaye de te recentrer et de voir quels sont tes besoins, quels sont tes élans, etc. Essaye de te distinguer de l'avis de ton compagnon ou de ta compagne parce que j'ai l'impression que tu te perds là. Si ça nous arrive à nous, on est beaucoup plus en mal de le voir et c'est pour ça que les amis peuvent être précieux dans ces moments-là. De la même façon, je vais avoir du mal en direct à apprécier je transmets sans le vouloir des fois à mon enfant. Et puis je sens la possibilité en fait euh, de rentrer en conflit ouvert avec l'extérieur à l'endroit où je pouvais pas le faire tant qu'il s'agissait que de moi. Et donc ce que je voulais dire, c'est qu'on a beaucoup plus de facilité des fois à soutenir quelqu'un que à se soutenir soi-même. C'est plus facile c'est plus facile par exemple de dire à quelqu'un d'arrêter de faire du mal à quelqu'un d'autre que de dire à quelqu'un d'arrêter de nous faire du mal. Des fois, ça dépend comment on est branché, mais il existe différentes façons de ressentir ça, mais je fais partie, je crois, d'une catégorie de personnes qui pour l'instant, c'est comme ça que c'est encodé, c'est-à-dire je suis pas fier, j'en fais pas une identité, mais pour autant j'arrive pas à le dépasser pour l'instant, donc je me sens un peu bloqué à cet endroit-là. J'ai plus de facilité à défendre les autres qu'à me défendre moi-même. Donc le fait de passer de personne individuée à membre d'une famille et à responsable d'un enfant, de l'éducation d'un enfant, ça va me faire changer de positionnement là-dessus, j'ai l'impression. C'est-à-dire que je pourrais vraiment m'opposer de toutes les façons possibles pour protéger ma famille, pour protéger mon enfant.
Alors que moi, quand je suis tout seul, j'ai toujours une possibilité de rationaliser ça, de laisser passer. Je sais que l'autre, dans sa façon de rentrer en relation avec moi, bah, c'est pas ok pour moi, mais lui, c'est ce qu'il a envie de dire, donc du coup, je laisse faire. Je me protège moi, je rationalise et tout, mais j'interviens pas. J'ai du mal, sur le moment, à m'autoriser l'animalité de la réactivité violente en disant ne te touche pas là, c'est ma limite. Il y a quand même beaucoup de marge de manœuvre à cet endroit-là chez moi. Et le fait est que je vais être amené à bouger ça, ne serait-ce que, si tu as suivi les épisodes précédents, dans l'accouchement physiologique en milieu hospitalier, vu que je suis le gardien de la bulle de ma compagne, eh bien, j'espère, vraiment, je compte sur une partie de moi qui ne s'est jamais autorisée à exprimer de façon spontanée un conflit. J'en joins cette partie-là de moi à s'exprimer tant qu'elle peut, s'il y a besoin. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument qu'elle se trouve une raison et un prétexte pour sortir. Euh, je tiens pas spécialement à ce que ce soit le cas. Par contre, si jamais il y a besoin, j'espère qu'elle va pas rester avec un bâillon comme c'est arrivé un nombre incalculable de fois dans ma vie. J'ai envie de dire à cet endroit-là de moi, exprime-toi maintenant. T'as le droit. T'as le droit de dire stop. Même si tu sais pas exactement à quoi tu dis stop, tu sais qu'il y a corporellement quelque chose qui te dit de pas continuer, de dire il faut que ça s'arrête. Juste faisons le point. Ne laissons pas les choses continuer de bouger dans cette direction-là. C'est pas ok pour moi. En gros, je ressens que c'est pas ok pour moi. Et plutôt que de dire bah, y a que pour moi que c'est pas ok, là je peux dire je ressens que c'est pas ok pour la situation en général et pour ma famille. Et donc c'est beaucoup plus légitime que ça s'exprime de façon spontanée, de façon non calculée, et que ça n'ait pas besoin d'être justifié et réfléchi avant de sortir. Donc je me réjouis de ça, de sentir ce mouvement-là, de sentir que je vais pouvoir dire non, en fait, spontanément, et pas en revenant, parce que je sais faire en revenant, après coup. Mais sur le moment, j'ai encore du mal. Bon, on est nombreux, hein, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont branchés sur cette difficulté à dire non, cette difficulté à déplaire, cette difficulté à se démarquer, cette difficulté à impacter le moment de façon aussi significative. C'est-à-dire que si on est 10 dans une pièce et que moi je dis non à quelqu'un et que cette personne ne s'y attend pas, bah, il va y avoir une ambiance qui va changer du tout au tout par ma faute. Et j'ai suffisamment déploré les gens qui n'avaient aucune considération pour ça, c'est-à-dire qui se permettaient de pourrir les ambiances en 2 secondes parce que eux, ça leur allait pas, alors qu'ils étaient clairement, d'un point de vue, j'allais dire démocratique, c'est-à-dire comme nous on l'entend, parce que la démocratie c'est autre chose que ça, mais comme nous on nous l'a appris, c'est-à-dire la majorité absolue. Donc il y a cet interdit de dire bah, si je suis tout seul et qu'on est 10, je suis moins important que le groupe. Alors que dans certaines situations, c'est pas vrai. Et dans certaines situations, c'est pas vrai. Le cas d'école étant la réunion, par exemple, de boulot où tout le monde se fait chier et où personne n'ose le dire. Donc ça veut dire que moi, je me fais chier, mais si jamais je suis en mesure de pouvoir l'exprimer, peut-être qu'il va y avoir en fait la totalité des gens qui vont dire bah ouais, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et là, il va y avoir quelque chose qui va se libérer. Sinon, il va y avoir une espèce de simulacre où personne n'est vraiment là et personne n'a envie d'être là et en fait, il se passe rien de bien concret, ça fait avancer rien du tout. Juste à la fin, on peut dire on a fait une réunion, quoi. Et c'est marqué sur un cahier, donc du coup, bah, ça veut dire qu'on est considéré parce qu'on nous demande notre avis. Bon, si personne n'a envie d'être là, je pense que ça va pas être très constructif. Ça veut juste dire qu'il y a des choses qui sont pas dites et des moments qui sont pas pris. Parce que là, la réunion en question, elle permet juste de constater que personne n'a envie d'être là. Et c'est déjà un point de départ super, pour peu qu'il soit posé au centre de la table. Et ça, c'est pas évident. Bon, voilà. Donc je sais pas si c'est un exemple valable, mais je pense que c'est assez parlant. Il y a des moments comme ça où personne n'a envie d'être là et pourtant tout le monde est là. Et s'il y a quelqu'un pour le signifier, ça change la tonalité de ce qui va suivre. Ça libère quelque chose. Ça fait, c'est comme ouais, faire sortir le pu d'une situation. Parce que sinon, en fait, bah, juste on prend son mal en patience et jusqu'à la prochaine réunion, on va ressentir la même chose. Et entre les deux, on n'aura rien fait pour que ça change d'une réunion sur l'autre. Donc du coup, bah, c'est mieux des fois d'avoir des personnes qui sont sincèrement en capacité d'exprimer que là, franchement, bah non quoi. Non, ça a aucun intérêt. Et c'est pas pour dire du mal de quelqu'un en particulier, c'est juste pour dire, bon, on est d'accord, qui se sent bien là. Et donc j'ai envie de laisser sortir ça, j'ai envie de pouvoir être cette personne à l'avenir, cette personne qui va pouvoir dire, bah, je suis désolé, mais là je comprends pas ce qui se passe. J'aimerais qu'on m'explique. Euh, donc d'interrompre le cours des choses en disant, vous pouvez me repréciser le sens que ça a pour vous parce que moi je ne l'ai plus, par exemple.
Et c'est vraiment hyper important et hyper précieux, je crois, d'arriver à exprimer ce genre de choses. Et puis de recontacter son centre et de laisser s'exprimer sans calcul l'endroit où en fait on est, en toute transparence, en toute sincérité. Je suis à un endroit où j'aimerais comprendre, mais j'y arrive pas. Où j'aimerais que ça s'arrête, mais j'ai du mal à le dire. Ou contacter l'humain en face de soi, ou alors laisser l'humain qu'on est parler, la vulnérabilité, dire bah non, là quand vous dites ça, ça me fait mal. Je sais pas si vous êtes au courant que ça me fait mal. Et peut-être que l'autre il va changer en fait. C'est pas être violent avec lui, mais c'est aller au-delà d'une appréhension de pourrir le moment en fait. C'est se faire confiance dans ses ressentis corporels, c'est suivre ses ressentis corporels pour les accompagner d'une parole qui va entraîner un échange qui sera différent. Parce que j'aurais dit, bah là, je sens un truc qui va pas. Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut juste prendre un tout petit moment et après on verra si on continue ce qu'on est en train de faire. Mais là, j'aimerais bien juste exprimer ça parce que moi, sinon, je suis pas là en fait. Et donc ça dit la volonté qu'on aurait d'être là en fait. Et c'est là où ça change les choses. Alors si je pars dans les plumes de la personne en lui disant de toute façon c'est complètement con, on n'a rien à foutre là, si on prend l'exemple de la réunion de boulot, si je dis juste ouais de toute façon on n'a rien à foutre là, je suis en train de dire c'est toujours de la merde et je déplore le fait que ça existe. Alors que si on va sincèrement, on est tous réunis, personne n'a envie d'être là et on va passer 1 heure et demie voire 2 heures à rien se dire. Il n'y aura rien qu'à bouger. À la fin du truc, il n'y a rien qui va avoir bougé du tout. Et je le sens. Et s'il y a des gens qui sont d'accord avec moi, est-ce qu'on aurait un moyen que ce moment serve à quelque chose? Est-ce que ce moment, il pourrait servir à quelque chose, s'il vous plaît? Si je suis le seul à penser ça, évidemment, moi, je bats en retraite. Si tout le monde est persuadé que cette réunion, elle est indispensable et très utile, bon, bah, tant pis pour moi. J'aurais peut-être l'air un peu con. C'est la peur du ridicule, quoi. Mais si jamais tout le monde dit ah ouais c'est vrai que moi je sais pas ce qu'on fait là, le fait d'avouer qu'on est dépassé, qu'on n'est pas on n'est pas ok, on sait pas ce qu'on fait là, ça n'a pas de sens pour personne. Il y a peu de chances que 10 personnes qui voient pas le sens de ce qu'ils sont en train de partager donnent quelque chose de très intéressant. Non, ça va être quelque chose de très insignifiant quoi. Bref. Donc, je me réjouis de sentir que comme je change de dimension, ma grille de lecture va forcément prendre un peu de plomb dans l'aile. Et ça, ça fait peur. Mais au-delà de ça, j'ai hâte de rencontrer le Mathieu qui, au nom de sa famille, est beaucoup plus en possibilité d'exprimer sur le moment ses limites, ses envies de recentrer les choses. D'exprimer spontanément sans attendre d'avoir un argumentaire, sans attendre, comme je le fais là en te parlant, parce que j'ai pas préparé mon truc, mais de dire spontanément les choses, sur le moment, de ne pas avoir la honte du ridicule d'interrompre une situation parce que je la comprends pas. Et franchement, je pense que c'est une force redoutable ça. Si j'arrive à le faire correctement, si je suis bien placé quand je le fais et que je dis pas à l'autre t'es bête, je dis je ne comprends pas l'intérêt de ce qui est en train de se passer, est-ce que vous pouvez m'expliquer si ça en a un pour vous? C'est tout. Voilà, bon je sais pas si c'est très clair comme épisode, mais j'avais envie de te partager ça et puis c'est comme ça que c'est sorti. Donc je vais m'en contenter et j'espère que ça t'aura plu. Je te laisse réagir en commentaire, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager autour de toi, à tous les papas et toutes les mamans Schrödinger que tu connais, et les parents en général qui ont peut-être perdu contact avec ce moment unique, à la fois important et déroutant. Tu peux mettre un petit pouce si ça t'a plu, t'abonner à la chaîne bien entendu. Je te souhaite une merveilleuse expérience et je te dis à bientôt. Salut!